Soudain, mon mari a appelé. « Pourquoi n'es-tu pas aux funérailles? Notre fils est mort. » Déconcerté, j'ai répondu. « De quoi parles-tu? Nous n'avons pas de fils. » Anxieuse, je me suis précipitée au funérarium. Au moment où j'ai regardé dans le cercueil, mes jambes ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de l'après-midi à Miami, en Floride, caressait doucement la peau d'Emily Davis. Elle travaillait comme agent immobilier indépendant depuis maintenant 3 ans. Les 3 années écoulées depuis son divorce avaient été un temps précieux, consacré à l'introspection et à la construction d'une nouvelle vie. Le bureau d'Emily était situé dans un quartier commercial chic près de Miami Beach. Plusieurs photos de propriété et son certificat de licence d'agent immobilier étaient accrochés au mur blanc, créant une atmosphère chaleureuse dans le petit bureau. Par la fenêtre, on pouvait apercevoir des palmiers et l'océan d'un bleu turquoise, et les clients en visite étaient toujours captivés par la vue. La plupart des clients d'Emily étaient des retraités venus du Nord. Ils venaient chercher la chaleur du climat de la Floride et ses avantages fiscaux, désireux d'entamer un nouveau chapitre de leur vie. À bien des égards, Emily se trouvait dans une situation similaire. Avec la fin de son mariage, elle aussi avait pris un nouveau départ. Ce vendredi après-midi, Emily déjeunait dans un café en bord de mer avec sa grande amie Lisa. Lisa était infirmière à l'hôpital local et avait été le soutien émotionnel d'Emily après le divorce. « Tu es vraiment radieuse ces derniers temps », dit Lisa en piquant sa salade César avec sa fourchette. « Difficile de croire que tu étais si déprimée il y a 3 ans. » Emily sourit et but une gorgée de son thé glacé. « Ça me fait plaisir que tu dises ça. Je suis vraiment satisfaite de ma vie maintenant. Le travail marche bien et j'ai du temps pour moi. Tu ne penses plus du tout à Jake? » Emily réfléchit un instant avant de répondre. « Il appartient complètement au passé. À l'époque, nous subissions tous les deux la pression de ne pas avoir d'enfants. Il était particulièrement obsédé par l'idée de perpétuer la lignée familiale. Son mariage avec Jake Davis avait été heureux les premières années. C'était un homme ambitieux qui dirigeait une entreprise de construction et avait de grands rêves pour son avenir avec Emily. Cependant, la réalité de ne pas pouvoir avoir d'enfants jeta progressivement une ombre sur leur relation. Pendant les traitements de fertilité, Jake rejetait de plus en plus la faute sur Emily, et Emily continuait de se blâmer. « Je me sentais comme si j'étais défectueuse à l'époque », poursuivit Emily, le regard perdu dans le vague. « Mais maintenant, j'ai appris qu'une vie sans enfant a aussi sa valeur. Je peux poursuivre mes rêves et faire ce que je veux, quand je le veux. C'est aussi une forme de bonheur. » Lisa hocha la tête, l'air ému. « Exactement. Et ton agence immobilière a vraiment du succès. Tu as conclu 3 ventes le mois dernier, n'est-ce pas? » C'est exact. Surtout ces derniers temps, il y a une forte demande pour les condominiums de luxe. Les personnes fortunées qui déménagent du Nord recherchent des biens de qualité. Les yeux d'Emily pétillaient. « J'ai une visite de Penthouse prévue pour la semaine prochaine. Si la vente se concrétise, ce pourrait être ma plus grosse affaire de l'année. » Leur conversation dériva sur les nouveaux passe-temps d'Emily. Après le divorce, elle avait commencé le yoga et s'était inscrite à des cours de peinture le week-end. De petites marines qu'elle avait peintes étaient accrochées au mur de son appartement, et elle profitait d'un temps créatif qu'elle n'aurait pas pu imaginer pendant son mariage. « Alors, côté cœur, comment ça se passe ?» sourit Lisa d'un air entendu. Emily rougit. « Eh bien, ça avance doucement, mais je ne suis pas pressée. Je n'ai besoin de dépendre de personne maintenant. Je suis autonome et je peux vivre ma propre vie. » La brise marine de l'après-midi ébouriffait leurs cheveux. Emily prit une profonde inspiration, reconnaissante pour cette vie quotidienne paisible. Remise de la douloureuse séparation d'avec Jake, elle se sentait désormais vraiment libre. Le succès au travail, des moments épanouissants avec ses amis, surtout, une relation apaisée avec elle-même. C'était la vie qu'elle avait cherchée. Le lendemain matin, Emily se réveilla naturellement avant que son réveil ne sonne. La douce lumière matinale de la Floride filtrait à travers les rideaux blancs de la chambre de son appartement. Tout en s'étirant, elle organisa mentalement le programme de sa journée. Elle avait un rendez-vous avec un nouveau client, Robert Williams, prévu dans la matinée. Robert Williams était un ancien cadre bancaire venu de New York à Miami pour chercher une résidence pour sa retraite. Son budget était conséquent, s'élevant à 2 millions de dollars, ce qui en faisait potentiellement la plus grande opportunité de l'année pour Emily. Sous la douche, elle repensa à la liste de propriétés qu'elle avait préparée la veille,
Un luxueux Penthouse avec vue sur la baie, une maison individuelle avec plage privée et un condominium historique de style art déco. Tous correspondaient parfaitement à ses exigences. Émilie choisit sa tenue avec soin, un tailleur bleu marine, un collier de perles et des talons modestes mais élégants. La première impression était primordiale dans le secteur immobilier. Les clients fortunés, en particulier, avaient tendance à examiner attentivement la personnalité de leur agent. Quand elle arriva au bureau, Robert attendait déjà. Il portait un costume gris parfaitement taillé et des lunettes à l'allure intellectuelle. « Mademoiselle Davis, merci de me consacrer votre temps. » Sa voix était calme, reflétant des années d'expérience dans les affaires. « Je vous remercie également, Monsieur Williams. Je suis ravi de travailler avec vous aujourd'hui. » Émilie sourit professionnellement tout en étalant les documents préparés sur son bureau. La première propriété était un Penthouse au 30e étage dans le quartier de luxe de Miami Beach. En montant dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage, Robert fut impressionné par la vue depuis les fenêtres. « Quelle vue magnifique! Si ma femme était encore en vie, elle aurait adoré ce paysage, » murmura-t-il avec une pointe de tristesse. Émilie accueillit ces paroles avec empathie tout en ouvrant la porte du Penthouse. Un vaste espace de près de 280 mètres carrés s'étendait devant eux, avec des baies vitrées allant du sol au plafond offrant une vue panoramique sur l'océan Atlantique. La vue depuis le salon est exceptionnelle. Au coucher du soleil, tout le ciel devient orange, expliqua Émilie en observant l'expression de Robert. Il parcourut la pièce avec intérêt, vérifiant les équipements de cuisine dernier cri et la taille de la chambre principale. Les prestations sont excellentes. Quels seraient les coûts d'entretien ? Émilie fournit des explications détaillées sur les coûts et répondit avec précision à ces questions. La deuxième propriété était une maison en bord de mer avec une piscine privée et un quai pour bateaux. Robert montra également un vif intérêt pour ce bien, appréciant particulièrement la pièce qui pouvait servir de bureau. Au moment où ils terminèrent de visiter la troisième propriété, il était plus de 15 heures. Dans la voiture qui les ramenait au bureau, Robert parla avec satisfaction. Toutes les propriétés étaient magnifiques, mais le premier Penthouse correspond parfaitement à mes exigences. Y a-t-il une marge de négociation sur le prix ? Le cœur d'Émilie s'emballa. Par expérience, elle savait que cette question était souvent un signe avant-coureur de la conclusion d'une vente. Bien sûr, je vais consulter le vendeur. Je devrais avoir une réponse d'ici lundi. De retour au bureau, Robert accepta sans hésiter de signer une lettre d'intention d'achat. Cela pouvait devenir la plus grande transaction d'Émilie à ce jour. Après l'avoir accompagnée, Émilie resta seule au bureau et commença à préparer les documents nécessaires. Vers 18 h, Émilie appela son amie Lisa. « Lisa, j'ai une nouvelle incroyable. Le client d'aujourd'hui envisage sérieusement d'acheter le Penthouse. C'est merveilleux. Il faut fêter ça. » L'enthousiasme de Lisa était palpable, même au téléphone. « On va trinquer avec du vin ce soir. » Elles décidèrent de se retrouver à l'Océan Braise, un bar à vin populaire de South Beach. Avant de quitter le bureau, Émilie contacta le vendeur pour discuter de la possibilité d'une négociation de prix. Le vendeur se montra également positif et promit une réponse formelle d'ici lundi. Le bar à vin était animé, comme on pouvait s'y attendre un soir de week-end. Émilie et Lisa s'installèrent à une table en terrasse avec vue sur l'océan et trinquèrent au champagne. « Ton travail acharné porte ses fruits », dit Lisa, heureuse. « J'étais inquiète de ce qui allait arriver après ton divorce. » Cette période a été vraiment difficile, songea Émilie, ses cheveux flottant dans la brise nocturne. À mesure que ma relation avec Jake se détériorait, j'avais l'impression de n'avoir aucune valeur. Surtout, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant m'a fait remettre en question ma valeur en tant que femme. Mais en te voyant maintenant, je pense que ce divorce était la bonne décision. Tu chéris tes moments de solitude, tu te donnes à fond dans ton travail, et tu mènes une belle vie. Émilie était sincèrement reconnaissante des paroles de son amie. Pendant son mariage avec Jake, on attendait constamment d'elle qu'elle réponde à ses attentes, et elle réprimait souvent ses propres opinions et sentiments. Surtout concernant les enfants, elle avait l'impression de priver la famille de son avenir. Au fil des coupes de champagne, leur conversation devint plus profonde. Émilie parla non seulement de ses récents succès professionnels, mais aussi de son épanouissement personnel. Maintenant, je comprends qu'une vie sans enfant peut aussi être riche. Chaque fois que je rencontre les familles de mes clients, j'y pense. Il n'y a pas qu'une seule forme de bonheur. C'est vrai. Je suis célibataire aussi, mais je suis plutôt comblé. Surtout, j'ai l'impression de vivre une vie que j'ai choisie moi-même. Alors que la nuit s'approfondissait,
la terrasse du bar à vin fut enveloppée d'une atmosphère romantique. On entendait de la musique salsa au loin, et des couples dansaient joyeusement. Émilie ressentait une profonde satisfaction à l'égard de sa vie. En fait, dit Émilie un peu timidement, j'ai récemment rencontré un homme au cours de peinture. Il s'appelle Marc, et il est professeur d'art à l'université. Oh, c'est adorable. Raconte-moi tout. Nous ne sommes encore que des amis, mais c'est une personne très intelligente et gentille. Il n'a pas de préjugés sur le fait d'avoir ou non des enfants, et il comprend mon passé. Vers 22h, elles quittèrent le bar à vin. Émilie se sentait légèrement éméchée, mais enveloppée d'un agréable sentiment de plénitude. Sur le chemin du retour vers son appartement, elle pensait à ses projets du dimanche, cours de yoga le matin, cours de peinture l'après-midi, et lecture sur la plage le soir. Son appartement était un petit 2 pièces qu'Émilie avait trouvé après son divorce. Il se trouvait au 2e étage d'un immeuble à 3 pâtés de maison de l'océan, avec un loyer abordable. C'était un espace simple mais confortable où elle pouvait se sentir vraiment en paix. Après une douche, Émilie enfila un pyjama doux et s'allongea sur le canapé. Elle tenait un roman qu'elle avait récemment commencé. Dans le silence, elle repensait aux événements de la journée, le rendez-vous d'affaires avec Robert, le moment agréable avec Lisa et sa propre paix intérieure. Émilie glissait vers un sommeil paisible en tournant les pages de son roman. Le livre resta ouvert sur sa poitrine, et la petite lampe du salon projetait une lueur chaude. La nuit de Miami était enveloppée de silence, seul le bruit régulier des vagues au loin résonnait. À 2h15 du matin, la sonnerie soudaine du téléphone brisa le silence de l'appartement. Émilie se réveilla en sursaut. Le livre tomba de sa poitrine sur le sol, et elle fixa le téléphone, l'esprit confus. Un appel au milieu de la nuit n'était jamais une bonne nouvelle. Était-il arrivé quelque chose à un parent ou une urgence s'était-elle produite? Le téléphone continuait de sonner. Émilie se leva rapidement du canapé et se dirigea vers le téléphone fixe sur le comptoir de la cuisine. Elle essaya de vérifier le numéro mais ne voyait pas clairement l'écran dans la pièce sombre. « Allô, ici Emily Davis », répondit-elle en réprimant sa somnolence. La voix à l'autre bout du fil glaça le sang d'Émilie. « Émilie, pourquoi ne viens-tu pas à l'enterrement? Notre fils est mort. » C'était la voix de Jake. La voix de son ex-mari, qu'elle n'avait pas entendue depuis 3 ans, parvint à ses oreilles à travers cet appel nocturne. Cependant, ces paroles n'avaient absolument aucun sens. « Jake ?» Émilie était confuse. « De quoi parles-tu? Pourquoi m'appelles-tu? » « L'enterrement de notre fils. Pourquoi ne viens-tu pas? Tu es sa mère. Pourquoi n'es-tu pas là? » La voix de Jake tremblait de colère et de tristesse. Il semblait pleurer. Émilie était complètement perdue. Elle serra fermement le combiné tout en essayant de répondre le plus calmement possible. « Jake, calme-toi. De quoi parles-tu? Nous n'avons pas de fils. » De l'autre côté du fil, on entendait la respiration saccadée de Jake. Après plusieurs secondes de silence, il cria de nouveau. « Qu'est-ce que tu racontes? Ryan est mort. Notre fils, dans un accident de voiture. Pourquoi sa mère ne vient-elle pas à l'enterrement? Ryan? » La confusion d'Émilie s'intensifia. « Jake, nous n'avons pas d'enfant. Tu le sais. C'était l'une des raisons de notre divorce. Arrête de mentir. » La voix de Jake devint hystérique. « Ryan est notre fils. Il avait 10 ans. Pourquoi mens-tu? » Émilie s'effondra sur une chaise. Il était clair que l'état mental de Jake n'était pas normal. Cependant, sa détresse semblait réelle. Cette voix remplie de tristesse et de désespoir ne semblait pas être une comédie. « Jake, tu es confus. C'est le milieu de la nuit. Peut-être que tu as fait un mauvais rêve. Nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Les traitements de fertilité n'ont pas fonctionné et cela a causé... » « Tais-toi » hurla Jake. « Pourquoi dis-tu de telles choses? Ryan a bel et bien existé. Il était vivant jusqu'à hier. Il est rentré de l'école, a fait ses devoirs, est allé à son entraînement de football. » Le cœur d'Émilie battait violemment. La description détaillée de Jake était d'un réalisme troublant, mais c'était impossible. Sa propre mémoire était claire. Pendant leurs 8 années de mariage, aucun enfant n'était né. C'était un facteur majeur qui avait détruit leur relation. « Jake, où es-tu? D'où appelles-tu? » Du funérarium. Sa voix devint soudainement faible. Le funérarium Riverside. Tout le monde est là. Les amis, les professeurs, les coéquipiers de foot. Mais toi, sa mère, tu es la seule à ne pas être ici. Émilie prit une profonde inspiration.
Le funérarium Riverside était un lieu réel. C'était un funérarium bien connu dans la région, à environ 40 minutes de route de Miami. Jake, j'arrive tout de suite. Mais je ne comprends pas cette histoire d'enfant. Il doit y avoir une confusion. Ce n'est pas une confusion, cria de nouveau violemment Jake. Ryan est notre fils. Tu lui as donné naissance. Comment peux-tu oublier une chose pareille? Emily envisagea de raccrocher. Cependant, la détresse de Jake était réelle. Il traversait peut-être une sorte de crise psychologique. Elle avait des sentiments compliqués envers son ex-mari, mais en tant qu'être humain, elle ne pouvait pas le laisser seul. D'accord. Je prends la voiture maintenant. Je pense que je peux être là dans environ 30 minutes. Tu vas vraiment venir? Un soulagement se mêla à la voix de Jake. Ryan attend sa mère. Emily fut de nouveau confuse. Il semblait croire sincèrement qu'un enfant décédé l'attendait. Après avoir raccroché, Emily resta assise un moment dans la pièce sombre. Elle tenta d'organiser les possibilités dans sa tête. Jake avait-il développé une maladie mentale? Était-ce l'influence de la drogue? Ou quelque chose se passait-il vraiment? Mais le plus déroutant était que sa confiance en ses propres souvenirs commençait à vaciller. Les descriptions détaillées de Jake, son sérieux, la profondeur de sa détresse. C'était comme si Ryan existait réellement. Emily se changea rapidement. Elle enfila un jean et un pull, prit son portefeuille et ses clés de voiture. En arrangeant ses cheveux devant le miroir, elle s'interrogea. Vraiment, il n'y avait pas d'enfant. Ses souvenirs étaient-ils exacts? En montant dans sa voiture, Emily fut envahie par l'anxiété. Pendant le trajet sur les routes nocturnes, les mots de Jake se répétaient dans sa tête. Ryan est notre fils. Il avait 10 ans. Il est mort dans un accident de voiture. Le paysage nocturne de Miami défilait par la fenêtre. Les lampadaires illuminaient par intermittence l'intérieur de la voiture, soulignant l'expression tendue d'Emily. Une musique de nuit douce jouait à la radio, mais son cœur était loin d'être calme. En entrant sur l'autoroute, Emily appuya sur l'accélérateur. Elle voulait retrouver Jake rapidement pour éclaircir cette confusion, mais en même temps, elle craignait d'être confrontée à une terrible vérité. L'horloge du tableau de bord indiquait 3 heures du matin. Le funérarium Riverside était encore à une vingtaine de minutes. Emily prit de profondes respirations en se répétant « Ce doit être une erreur. Jake est confus. Si je vérifie la vérité, tout deviendra clair. » Mais au fond de son cœur, une autre voix murmurait « Et si ma mémoire me trompait? Et s'il y avait vraiment un enfant nommé Ryan ?» Rien que de penser à cette possibilité, les mains d'Emily se mirent à trembler. Le panneau du funérarium apparut. Emily gara sa voiture sur le parking et prit une profonde inspiration. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La seule chose certaine était que cette nuit allait changer sa vie pour toujours. Les lumières du bâtiment brillaient chaleureusement dans l'obscurité. Emily sortit de la voiture et commença à marcher lentement vers l'entrée du funérarium. Au moment où Emily poussa la lourde porte du funérarium Riverside, elle resta sans voix devant un spectacle inattendu. Bien qu'il soit plus de 3 heures du matin, le bâtiment était rempli de nombreuses personnes. Des adultes en vêtements noirs, des femmes aux yeux gonflés et rougis par les larmes, et même de jeunes enfants se recueillaient dans le silence. Sur le comptoir de la réception, un cadre photo décoré de fleurs blanches était posé. Emily s'approcha craintivement de la photographie. On y voyait un garçon d'environ 10 ans avec un sourire éclatant, des cheveux bruns, de grands yeux marrons et un air amical. Sous la photo, en lettres d'or, était gravé « Ryan Davis, 12 mars 2015, 20 août 2025 ». Les genoux d'Emily se mirent à trembler. Davis, c'était son nom de femme mariée, mais elle n'avait aucun souvenir de cet enfant. Le visage lui était complètement inconnu. Emily. Elle se retourna et vit Jake debout. En le voyant pour la première fois en 3 ans, il avait l'air terriblement hagard. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses cheveux habituellement coiffés étaient en désordre, et son costume noir était froissé. « Tu es venu ?» La voix de Jake était rauque. Ryan attendait sa mère. Emily était perdue. Elle sentait les regards des gens autour d'elle, des expressions de condoléances et quelques regards perplexes. « Jake » dit Emily à voix basse. « Qui est cet enfant? Pourquoi mon nom de jeune fille? Qu'est-ce que tu racontes ?» Jake lui attrapa le bras. « Ryan est notre fils. Tu ne peux pas l'avoir oublié. » À ce moment-là, une femme d'âge mûr s'approcha d'Emily. Elle la regarda avec un visage sillonné de larmes. « Je suis Margaret, l'enseignante de Ryan. » « Je suis Margaret, l'enseignante de Ryan. » « Je suis Margaret, l'enseignante de Ryan. » Vous êtes Emily? Demanda la femme d'une voix tremblante. « Je suis Margaret, l'enseignante de Ryan. »
Ryan parlait toujours de sa mère. Emily sentit le sang quitter son visage. « Je suis désolé. Je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai pas de fils nommé Ryan. » « Emily, qu'est-ce que tu racontes ?» l'interrompit Jake. « Madame la professeure, ma femme est bouleversée. Elle est en état de choc depuis la mort de notre fils. » L'enseignante, Margaret, afficha une expression compatissante. Bien sûr, après une telle tragédie, il est naturel d'être confuse. Ryan était vraiment un enfant merveilleux. Il parlait toujours avec fierté du travail acharné de sa mère. Emily était complètement perdue. Cette situation était-elle réelle ou un mauvais rêve? Tout le monde autour semblait accepter l'existence de Ryan comme une évidence. Allons voir le cercueil. Jake lui tira la main. Faisons nos derniers adieux. Emily voulait résister, mais elle était consciente des regards environnants. Les gens semblaient la prendre pour une mère anéantie par le chagrin. À contre-cœur, elle suivit Jake. Au fond de la salle principale, un petit cercueil blanc était placé. Des fleurs colorées étaient disposées autour, et des photos d'enfants ainsi que des souvenirs étaient alignés. Un ballon de football, des récompenses scolaires, des cartes faites à la main, tout témoignait de l'amour pour Ryan. De petites chaises étaient placées devant le cercueil, et des enfants qui semblaient avoir le même âge étaient assis, pleurant silencieusement. En comptant les adultes, au moins 50 personnes étaient rassemblées dans la salle. « Viens, disons au revoir à Ryan. » Jake s'approcha du cercueil. « Ta mère est venue, Ryan. » Les pieds d'Emily semblaient lourds comme du plomb. À chaque pas vers le cercueil, son cœur battait plus fort. Était-ce réel? Était-elle vraiment la mère de cet enfant? Avait-elle perdu la mémoire? En posant la main sur le bord du cercueil, Emily prit une profonde inspiration. Puis, craintivement, elle regarda à l'intérieur. Là gisait le même garçon qu'elle avait vu sur la photographie. Il semblait dormir paisiblement. Ses cheveux bruns étaient soigneusement coiffés, et ses petites mains étaient jointes sur sa poitrine. Il portait une chemise bleue et un petit pendentif en forme de ballon de football qui semblait être son favori. Les jambes d'Emily se mirent à trembler violemment. Au moment où elle vit cet enfant, quelque chose remua au plus profond de son cœur. Une émotion étrange, qui ne pouvait pas tout à fait être qualifiée de nostalgie, surgit. Même si elle ne devrait avoir aucun souvenir de lui, il lui semblait familier. Le petit nez de Ryan, ses longs cils, son expression paisible, tout lui paraissait étrangement familier. Ryan, murmura inconsciemment Emily. Le nom sortit naturellement de sa bouche, comme si elle l'avait appelé de nombreuses fois. C'est ça, dit Jake en pleurant. Notre fils. Tu lui chantais des berceuses tous les soirs. Tu l'aidais à faire ses devoirs. Tu venais voir ses matchs de foot. Des images fragmentaires flottèrent dans la mémoire d'Emily. La sensation de tenir une petite main, le rire d'un enfant. Une voix appelant « Maman ». Mais c'était aussi vague que de la brume, et elle ne pouvait pas juger s'il s'agissait de vrais souvenirs ou de son imagination. Dit Emily d'une voix tremblante. Ma mémoire est floue. Le choc de l'accident? À ce moment, elle regarda une nouvelle fois le visage de Ryan dans le cercueil. Puis elle remarqua quelque chose. Les traits de cet enfant ressemblaient certainement à ceux de Jake. Et étrangement, il semblait ressembler à ses propres photos d'enfance. « Maman, tu es enfin venue. » Elle entendit une voix. Emily se retourna, mais il n'y avait personne. Pourtant, elle avait distinctement entendu la voix d'un enfant. Une voix chaude et pleine d'amour. « Ryan » murmura Emily vers le cercueil. Les gens autour la regardèrent avec inquiétude. Jake soutint son épaule et répéta « C'est bon, Emily. Ryan t'aimait. Et tu l'aimais aussi. » À l'intérieur d'Emily, quelque chose commençait à se briser. La frontière entre la réalité et l'irréalité devenait floue, et sa confiance en ses propres souvenirs vacillait. Avait-elle vraiment eu un fils? Était-elle vraiment une mère? Pourquoi n'avait-elle aucun souvenir? L'accident a eu lieu hier soir, commença à expliquer Jake. Ryan rentrait à vélo de chez un ami quand il a été heurté par une voiture à une intersection. En écoutant ces détails, une douleur aiguë traversa la tête d'Emily. Des images fragmentaires apparurent, un couloir d'hôpital, l'expression sérieuse d'un médecin, et les mots « Je suis désolé ». Mais est-ce que j'étais? Emily était confuse. À l'hôpital? Bien sûr, répondit Jake à travers ses larmes. Tu es resté au chevet de Ryan toute la nuit. Tu as tenu sa main jusqu'à la fin. Au fond de la mémoire d'Emily, quelque chose commença à bouger. La sensation d'une petite main chaude. Le son des appareils de maintien en vie et le silence du dernier instant.
Était-ce des rêves ou la réalité? Devant le cercueil, Émilie s'agenouilla. De ses mains tremblantes, elle faillit toucher la joue de Ryan, mais une vitre l'en empêcha. À travers le verre froid, elle continua de contempler le visage paisible de l'enfant. « Je suis désolée, Ryan », murmura Émilie en larmes. « Maman n'a pas pu te protéger. » Au moment où ces mots sortirent de sa bouche, les gens autour affichèrent des expressions de soulagement. Jake l'enlaça et répéta « C'est ça, Émilie. Tu es la mère de Ryan. Tu l'as toujours été. » Alors qu'Émilie pleurait, effondrée devant le cercueil, une voix de femme se fit entendre derrière elle. « Jake, qu'est-ce que tu fais ?» Elle se retourna et vit une femme blonde. Avec une expression épuisée, elle semblait elle aussi profondément chagrinée. La femme regarda Émilie avec confusion. Sarah, appela Jake, comme paniquée, le nom de sa femme. Émilie est venue. La de Ryan. La quoi de Ryan? Sarah fronça les sourcils. Jake, de quoi parles-tu? Qui est cette personne? Émilie se leva et tenta de comprendre la situation. L'existence de cette femme nommée Sarah semblait être la clé de tous les mystères. Je suis Emily Davis. L'ex-femme de Jake se présenta à Émilie. Mais je suis confuse au sujet de cet enfant nommé Ryan. L'expression de Sarah changea. C'était une expression complexe, mêlant compréhension et sympathie. Jake, tu as encore recommencé, dit Sarah d'une voix lasse. Ryan était mon beau-fils, le fils de mon précédent mariage. Tu étais son beau-père. Mais Ryan te considérait comme son vrai père. La situation s'éclaircit en un instant pour Émilie. Jake s'était marié avec Sarah après avoir divorcé d'Émilie, et Ryan était le fils de Sarah. Pourtant, dans son chagrin et sa confusion, Jake avait mélangé le passé et le présent, pensant qu'Émilie était la mère de son fils. Jake, dit doucement Émilie. Ryan est le fils de Sarah. Nous n'avons pas eu d'enfant. Tu te souviens? La réalité sembla frapper Jake de plein fouet. Il avait l'air abasourdi, regardant alternativement Émilie et Sarah. Sa voix tremblait, confus. La perte de Ryan? Sarah posa sa main sur l'épaule de Jake. Tu aimais Ryan. C'est pour ça que tu le sentais comme ton vrai fils. Mais tu n'aurais pas dû appeler Émilie au milieu de la nuit. Émilie fut envahie d'émotions complexes. En plus du soulagement, elle ressentait aussi une profonde tristesse. Ryan n'était certainement pas son fils. Mais devant la petite vie dans le cercueil, une sorte d'instinct maternel s'était éveillé en elle. Sarah, veuillez accepter mes sincères condoléances, dit sincèrement Émilie. Ryan était un bel enfant. Merci, répondit Sarah à travers ses larmes. Jake aimait vraiment Ryan. C'est la raison de cette confusion. Émilie quitta tranquillement le funérarium. Avant de monter dans sa voiture sur le parking, elle leva les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles brillaient silencieusement. Les événements de cette nuit étaient réels, mais ils constituaient aussi une expérience précieuse pour elle. Elle avait pu comprendre profondément la tristesse des parents qui perdent un enfant et la complexité des liens familiaux. 3 mois plus tard, Émilie reçut une lettre. C'était une lettre d'excuse polie de Jake. « Émilie, je suis vraiment désolée pour cette nuit-là. Dans mon chagrin d'avoir perdu Ryan, j'ai confondu la réalité avec le passé. Je m'excuse profondément de t'avoir appelé au milieu de la nuit et d'avoir semé la confusion. Ryan était mon beau-fils, mais je l'aimais comme mon propre fils. Le désir de paternité que je ressentais à notre époque s'est mêlé à mes souvenirs et à mon chagrin. Ma relation avec Sarah est devenue tendue depuis cette nuit. Prends soin de toi, Jake. » Après avoir lu la lettre, Émilie soupira doucement. Jake était tourmenté par la culpabilité et sa relation avec sa nouvelle famille semblait s'être détériorée. Pendant ce temps, la relation d'Émilie avec son nouveau petit ami, Mark, se développait harmonieusement. Mark était professeur d'art, un homme compréhensif et sans préjugés sur le fait d'avoir ou non des enfants. Même lorsqu'il entendit parler de l'expérience d'Émilie cette nuit-là, il ne la critiqua pas, mais loua plutôt sa gentillesse. « Le fait que tu sois allé aider Jake montre la beauté de ton cœur, » dit Mark. « Ne pas avoir d'enfant ne signifie pas que tu manques de sentiments maternels. Tu es une femme très aimante. » 1 an plus tard, Émilie et Mark se marièrent. Ils choisirent de ne pas avoir d'enfants, mais commencèrent à faire du bénévolat dans un foyer pour enfants local. L'expérience de cette nuit-là leur avait appris que la vraie famille n'est pas liée par le sang, mais par l'amour et la compréhension. Émilie pensait parfois à Ryan. Ce fut une brève rencontre, mais une petite âme qui avait apporté un sens profond à sa vie.
Et elle songeait aux rencontres mystérieuses de la vie et aux formes diverses de l'amour.